Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV, les titres du journal. Deuxième jour de recherche autour du fleuve Sanaga. Toujours aucune nouvelle de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'évêque de Bafia, porté disparu depuis hier, laisse son diocèse dans le désarroi. Premier pas vers un saut qualitatif pour l'Université de Douala. L'institution a inauguré aujourd'hui son nouveau campus de Lok-Bessou dédié au génie industriel et à la médecine. Derniers échauffements avant le kick-off du championnat d'Afrique de karaté. Des karatékas de plus de 20 pays descendent sur les tatamis dès demain à Yaoundé. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Une nouvelle journée de recherche infructueuse sous les eaux de la Sanaga. Aucune trace du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'évêque qui a disparu hier reste introuvable. Une lapidaire trouvée dans sa voiture garée sur le pont des Bebda est la seule piste pour l'instant. Elle indique que le prélat serait dans le fleuve. Depuis le lever du jour, la Marine nationale, les sapeurs-pompiers et les autorités municipales des Bebda ont déployé des équipes de plongeurs en vain. Faisons le point de cette journée de recherche avec notre envoyé spécial, Séverin Alégambélé. L'unité de la compagnie des palmeurs de combat de la Marine nationale s'est associée ce jeudi aux sapeurs-pompiers pour conduire la recherche du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sous les eaux du fleuve Sanaga. Nous avons essayé de ratisser l'âge en faisant des rails de part et d'autre du fleuve pour être sûr que l'espace que nous avons délimité a été couvert. Le fond il est très caillouteux, il y a beaucoup de cailloux au fond de l'eau et il n'y a vraiment pas de visu. Au vol d'oiseau nous avons fait déjà à peu près 5 à 6 km. Au terme d'une deuxième plongée dans les eaux noires et profondes de la Sanaga, l'armée et ses partenaires dans l'opération de la recherche se sont résolus à satisfaire la curiosité de toutes les personnes, parents, amis, fidèles, membres du clergé, mobilisés sous le pont, dans l'espoir nourri de voir remonter en surface le corps de l'évêque. À ce sujet, un point de presse a été organisé au poste de commandement pour faire le point des recherches de la journée et dissiper en même temps les malentendus. Nous sommes là pour faire le travail que nous devons faire. Et le travail est en cours et monsieur l'évêque n'est pas encore sorti de l'eau s'il est dans cette eau. À défaut, il y a la gendarmerie et la police ici présente qui sont là pour pouvoir mener des enquêtes et explorer d'autres avenues de recherche au cas où il n'est pas dans cette eau. En raison des pluies abondantes, de la quantité d'eau importante sur le lit du fleuve, le travail de fouille est assez délicat puisqu'il s'agit non pas d'un cas de sauvetage, mais plutôt de la recherche d'une personne disparue. L'émotion n'a pas baissé à Bafia. Le diocèse est encore dans la sidération. La communauté chrétienne ne comprend pas ce qui a pu arriver à son berger. Dans le doute et l'incompréhension, la prière est le seul recours. Priez pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, propulsé au cœur de cette étrange affaire. Priez pour que leur évêque soit retrouvé sain et sauf et que toute la lumière soit faite sur les événements de ces derniers 48 heures. Reportage à Bafia, François Bakary, CRTV Centre. Nous avons perdu un confrère de mort subite. Un soir, il s'est couché et puis le matin, nous l'avons découvert mort. Et Monseigneur portait tout cela, le diocèse avec. Le 10 mai dernier, c'est le recteur du petit séminaire de Bafia qui commence. L'abbé Armel Collins Njama a été retrouvé mort dans sa chambre sur son lit. Voici que l'évêque de Bafia disparaît aussi dans des circonstances troubles. On est là comme ça, dépassé. Nous ne savons même pas si réellement le corps de Monseigneur est dans le fleuve ou si c'est un enlèvement ou si c'est quoi. C'est Dieu seul qui pouvait parler pour nous dire ce qui se passe. À la paroisse cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, en ce jour d'adoration, le silence et la méditation dominent depuis les premières heures de la journée. Vraiment, je suis personnellement décontenancé par cette nouvelle parce que par rapport à beaucoup de chantiers qui étaient
entreprise par Monseigneur dans l'intérêt des laïcs dans notre diocèse. Et vraiment, au moment où nous nous trouvons là maintenant, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. C'est vrai que ça tourmente dans nos têtes. On se demande comment la voiture se retrouve au-dessus du pont, selon ce qu'on m'a dit. J'ai vu les photos. C'est difficile. Toute la grande famille chrétienne de Bafia est dans l'émoi et la consternation. La préoccupation est déposée sur les pieds du Seigneur qui répond toujours à tous ceux qui en appellent à son aide. Nous sommes préoccupés, profondément préoccupés par cette situation. C'est une situation assez difficile, surtout en raison de l'incertitude qui plane. Mais en même temps, nous nous débrouillons, nous nous battons comme nous pouvons pour rester sereins, confiants, que les moments que nous traversons sont propices dans la gestion des situations difficiles de la vie. Retrouver l'évêque dans l'hypothèse d'un enlèvement, c'est le souhait de tous. Nous avons tenté de reconstituer la dernière journée de Monseigneur Bala avant sa disparition. Ce mardi 30 mai 2017 avait été fort chargé pour l'évêque de Bafia. Le prélat suivait de près les travaux de construction de la clôture du centre pastoral du diocèse. Le pasteur s'est préoccupé également des pauvres avec la Caritas. Il finalisait le projet d'achat des médicaments pour les malades démunis de son diocèse. À l'évêché, on affirme que Monseigneur Bala avait été également attristé après la mort subite et les obsèques du recteur du petit séminaire de Bafia le week-end dernier. La dernière journée de Monseigneur Bala est retracée ici par Steve Thiega et Kem Menge. Entre ciel, fleuve et terre, les traces de Monseigneur sont scrutées. Entre les silences d'une longue attente qui rend le poids des questions insoutenable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on donnerait une explication à ce qui se passe là? Nous sommes dépassés. Mardi, nous avons pris le dernier repas. Mardi, à 14h30, on s'est séparés. Mardi, son dernier jour de travail, ses collaborateurs le trouvent fatigué. Lui qui n'a pas encore fait le deuil du recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Njama, subitement décédé 2 semaines plus tôt. Non, il était fatigué. Il était fatigué depuis le deuil. Pour ceux qui étaient au deuil, ils ont constaté que c'est le vicaire général qui a fait la première messe. Il avait l'air bien fatigué. Il n'a pas travaillé dans son bureau même. Il travaillait dans son appartement privé. Des signes de fatigue dominent son mardi, consacré pourtant au projet de construction de la clôture du diocèse et aux achats de médicaments pour œuvres caritatives. Il m'a demandé pourquoi les travaux de la clôture tardaient et je lui ai expliqué. À mi-journée, je suis remonté parce qu'il avait besoin du numéro de téléphone de notre gestionnaire de compte, la SJC. Pour qu'il enregistre ce numéro, il a fallu une vingtaine de minutes. J'ai pensé qu'il était malade. Bon, lui m'a dit que c'est pas la maladie, que c'est beaucoup plus psychologique. Je suis sorti vers 17h et je lui ai dit au revoir. Chacun de ses collaborateurs ici s'est fait l'écho des réseaux sociaux qui évoquent des lettres de soupir que Monseigneur aurait adressées à la nonciature avant sa disparition. Le démenti est formel. Non. Ce sont des lettres de remerciement. Hypothèse virée donc. Mais celle qui persiste est celle de la fatigue qu'il a gagnée jusqu'à 23h où il quitte l'évêché après avoir demandé au vigile de lui ouvrir le portail pour une destination inconnue. Inconnue jusqu'ici où chaque silence vaut 1000 mots de stupeur. Et on n'a pas fini de croiser les doigts. L'espoir est dans la croix.
L'Église catholique qui est au Cameroun scrute le ciel avec les yeux de la foi. Elle invoque l'éclairage divin pour sortir de l'obscurité dans laquelle l'a plongé la disparition de Monseigneur Bala. L'archevêque métropolitain de Yaoundé invite les chrétiens et les hommes de foi à intensifier la prière. Monseigneur Jean Barga espère que les recherches engagées par le gouvernement soient fructueuses. Il veut croire que Monseigneur Bala est vivant. Notre reporter Pierre Binin Barga l'a rencontré aujourd'hui. Nous sommes à la résidence de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Le journal de 12 heures de la CRTV est diffusé. Tout le travail élaboré par les pirogues traditionnels, les sapeurs-pompiers, la marine nationale reste juste là infructueux. Pour l'instant, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala n'est pas retrouvé. Nos esprits sont pleins de questions. Je dois vous dire sincèrement que jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse ni d'informations fiables à donner à propos de cette disparition qui se prolonge déjà jusqu'à cette heure où je vous parle. Quand le repère bouge, les fidèles sont sans repère. Une parole de l'Église pour guérir les âmes. L'heure est à l'épreuve spirituelle et quand il y a épreuve, il faut montrer plus de foi et de confiance en Dieu. L'Église attend. Où est Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? On attend, les fidèles attendent. On est perdu. L'État doit tout faire quelque chose. Les autorités ont pris tout de suite, non seulement l'affaire en main, mais ont aussi saisi avec une conscience aiguë la gravité de ce qui est en train de se vivre. Et nous voulons vraiment les remercier pour cette mobilisation exemplaire. L'Église garde un état d'esprit empreint de foi, voit dans quelles conditions de foi vivrait l'évêque de Bafia s'il serait vivant. En ce moment, s'il est de ce monde encore, où qu'il soit, il est dans l'intériorité, dans le calme profond. Pour le moment, l'heure est à la prière, le chapelet. On vient de clôturer le mois marial. Toutes les intentions tournent autour de la découverte de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et demain, ce sera le jour 3 après la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La CRTV vous apportera la bonne information. L'Afrique centrale en mode alerte. La sous-région passe en revue son dispositif sécuritaire et les menaces communes. Le comité consultatif permanent des Nations Unies en charge des questions de sécurité tient sa 44e session depuis ce matin à Yaoundé. Les ministres de 11 États membres doivent élaborer des armes structurelles pour enrayer les dangers qui pourraient hypothéquer la stabilité et le développement des pays. Compte rendu, Rodrigue Bertrand, Tueno. Les ministres des 11 États membres du comité consultatif permanent des Nations Unies, chargés des questions de sécurité en Afrique centrale, ont trouvé sur leur table un état des lieux prospectif de la situation sécuritaire et géopolitique de la région, dressé par les experts. Il n'est pas reluisant. Il s'illustre ces défis par le trafic des armes légères, comme il a été dit, des armes de petit calibre dont la circulation dans notre sous-région demeure une préoccupation majeure. La piraterie maritime, le trafic de drogue et des êtres humains, le braconnage, les violences armées ou le terrorisme. Les discussions porteront donc sur toutes ces questions avec un accent sur les voies et moyens de venir à bout des différentes menaces, encouragées en cela par les acquis. Ce que nous faisons, c'est les bons offices que nous offrons chaque fois que c'est nécessaire. Nous intervenons avec les outils de la diplomatie préventive. Si je prends le Gabon, nous intervenons au niveau de la classe politique pour encourager un dialogue inclusif. Au cours des assises de Yaoundé, le ministre camerounais des Relations extérieures succédera à son homologue sao-toméen à la présidence du comité. L'université de Douala fait un pas de plus vers la recherche de l'excellence. De nouvelles facultés viennent d'élargir la palette de formation de cette institution. Le campus de Logbessou se positionne d'ores et déjà comme
comme un technopôle scientifique et technique avec ses deux facultés nouvelles, la faculté de génie industriel et la faculté de médecine et de sciences biomédicales. L'Ogbesu veut s'insérer au cœur des problématiques de développement. Le nouveau campus est bâti sur 132 hectares, des bâtiments modernes et des laboratoires équipés pour près de 17 milliards de francs CFA. L'université de Douala se donne ainsi les moyens de relever le défi de l'excellence. Berthe Mbala, CRTV Littoral. À Douala, l'Ogbesu, la cité de la connaissance, se dresse fièrement. Amphithéâtre 1000 et 850 places, ateliers, laboratoires, salles spécialisées, bibliothèques et blocs administratifs, tous équipés ou en voie de l'être. L'État a semé ici près de 17 milliards de francs CFA et espère récolter des bons fruits, des têtes bien faites pour porter le développement industriel. Ça s'appelle faculté, mais en réalité c'est l'équivalent d'une école d'ingénieurs. Ici on forme plutôt des ingénieurs, on n'a pas seulement une formation classique d'ingénieur. Ils ont une formation supplémentaire qui les permet de créer des affaires. Cette filière déjà opérationnelle, la faculté de génie industriel se veut l'incubateur des solutions aux questions essentielles qui rythment le quotidien des populations. Nous formons des gens capables déjà de concevoir et de construire un bateau. Des gens capables de construire les machines qu'on met dans le bateau pour aller pêcher. Des gens capables de gérer une industrie de pêche. L'offre de formation est patte à patte. Nous recevons dans nos structures des ingénieurs de la faculté de génie industriel, aussi bien en phase de stage que à la fin de leur stage, pour travailler en temps plein comme des ingénieurs. Comme je l'ai dit, ils sont nombreux aujourd'hui à ENEO qui sont engagés dans différents segments de notre activité. Ambition tout aussi grande dans l'institution voisine, la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Nous avons des conventions avec l'étranger maintenant, essentiellement avec la communauté scientifique belge. Et j'en veux pour preuve le master de laparoscopie, parce qu'avant on ouvrait le ventre en entier. La faculté de médecine couvre maintenant le projet de master de laparoscopie. On va recruter nos premiers étudiants. 6 filières et contenus des enseignements épousent dans ces commodités les deux facultés. Dans la Sanaga maritime, cette nouvelle infrastructure sera construite par l'Agnon Power Plants Corporation, un nouvel acteur dans le secteur de la production énergétique au Cameroun. Un accord cadre de service a été signé aujourd'hui avec le gouvernement représenté par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Le compte rendu d'Olivier Kingemoli. Sur les sentiers de l'émergence, la disponibilité de l'énergie électrique est un pilier central et déterminant. Le Cameroun a cet avantage-là de disposer d'un potentiel qui ne demande qu'à être mis en valeur par des initiatives aussi bien publiques que privées. Le cas de cette entreprise, Young Power Plant Corporation, qui veut construire une centrale de production de l'énergie électrique sous le label Sombon Kelempek Hydro Project. C'est un ouvrage qui fait 250 MW entre Sombon et Kelempek avec un réservoir de 3,5 milliards de mètres cubes de stockage et qui va se connecter au réseau de backbone DDA, environ 110 km. Ici, sous l'autorité du ministre en charge de l'énergie, Basile Atanakuna, la signature de l'accord cadre de développement du projet d'une capacité de 250 MW financé par des fonds privés à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA. On a une période de 14 mois pour sortir le développement, les APD. APD, avant-projet détaillé. Ce n'est qu'après ces 14 mois que l'on devrait envisager le début et la durée des travaux. Sombon Kelempek Hydro Project est une initiative d'un jeune Camerounais qui s'est entouré d'une expertise nationale et internationale en la matière. Bientôt également du gaz produit dans le littoral camerounais. Le bloc Yoyo, situé dans le bassin de Douala-Kribi-Campo, verra ses ressources développées. La Société nationale des hydrocarbures, la SNH, s'est trouvé un partenaire américain pour l'opération. Un contrat de partage de produits sur cette concession de Yoyo a été signé aujourd'hui entre la SNH et Noble Energy Limited. Le compte rendu de Marie-Laurence Gay. L'accord de participation, le contrat proprement dit, ce sont ces deux documents signés en version française et anglaise qui ont matérialisé le contrat de partage de production sur la concession Yoyo.
Accord conclu entre la République du Cameroun, représentée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngwaboubou, et l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Moudiki d'une part, et la vice-présidente de la Société Nobel Energy Cameroun Limited, Kelly Letter d'autre part. Ce contrat est valable pour une durée de 25 ans, renouvelable pour 10 ans, une seule fois. Ceci permettra au Cameroun d'augmenter ses ressources naturelles de gaz et énergétiques pour le développement du pays. Les ingénieurs de la Société nationale des hydrocarbures et du ministère des Mines vont être avec ceux de Noble Energy dans toutes les phases de ce projet. Le bloc Yoyo est situé en zone maritime dans le bassin de Douala-Kribi-Campo et couvre une superficie de plus de 679 km². Des études géologiques et géophysiques ainsi que des opérations de forage y ont été menées et ont mis en évidence des réserves de gaz estimées à un minimum de 47 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 18 millions de barils de condensat. Le contrat de partage de production de Yoyo est le 22e contrat pétrolier signé dans le cadre de l'application de la loi du 22 décembre 1999 portant code pétrolier. 100 logements sociaux devraient sortir de terre à Boclé, dans la ville de Garoua. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat a visité le chantier aujourd'hui. La construction de ces logements sociaux rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal prescrit par le président de la République. Le reportage d'Augustine Asta, CRTV Nord. L'arrondissement de Garoua 3e, le futur Eldorado de la région du Nord. C'est ici le site choisi pour abriter la construction de 100 logements sociaux et leurs équipements qui coûteront 100 milliards de francs CFA à l'État camerounais. Le projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet habitat du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique a déjà démarré depuis janvier 2017 et va connaître un sacré coup d'accélérateur dans les tout prochains jours. Nous sommes en train de faire le plus possible pour livrer ces logements, ces 100 logements sociaux et les équipements socioculturels à décembre 2017. Pour apprécier de visu le niveau d'avancement des travaux, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouenchou, qu'accompagne la secrétaire d'État au MINDU chargée de l'habitat, Marie-Rose Dibon, est descendue sur le site. Le niveau d'avancement est à peu près à 16%. C'est un niveau appréciable. C'est des logements pilotes. Et il est de bon ton que ça se passe conformément aux règles de l'art. Outre les logements sociaux, la localité de Boclé disposera d'ici décembre sur le même site d'un centre de santé, d'un supermarché, d'un établissement scolaire et des bâtiments pour bureaux. Des infrastructures qui entendent améliorer les conditions de vie des populations. Revenons à Yaoundé. Le rapport 2016 sur l'état des droits de l'homme au Cameroun est rendu à sa phase de validation. Pendant 2 jours, il a été examiné par un comité de relecture sur son fond et sur sa forme. Reste attendu son approbation par le ministère de la Justice. Le compte rendu de Carmen Billet. C'est désormais au ministère de la Justice que revient le dernier mot. Après 2 jours de travaux en plénière puis en groupe sur le projet de rapport 2016 sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, les participants ont passé en revue le document qui résume les actes du Cameroun en matière des droits de l'homme en 2016. Il a d'abord été question comme ça de balayer tous les secteurs, le domaine de l'éducation, le domaine de la promotion, la protection des droits des personnes vulnérables, socialement vulnérables, les droits de la femme. Plusieurs propositions, recommandations et amendements ont été apportés tant sur le fond que la forme par les 4 groupes de travail afin d'enrichir ce projet de rapport. Le document que nous avons aujourd'hui est un draft, donc forcément il y avait beaucoup d'incohérences et beaucoup d'informations à compléter. Donc vous vous rendez compte que dans certains chapitres, il y avait des chiffres qu'il fallait parce que le draft n'avait pas la bonne information très souvent, donc il fallait affiner. Il fallait également dire qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la prise en charge de certaines personnes socialement vulnérables, notamment dans les camps de réfugiés, pour les populations de réfugiés, notamment pour nos frères déplacés.
À la fin de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice, Georges Ngwanesia, qui présidait la cérémonie de clôture de ces travaux consacrés à la validation du rapport 2016 sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, a instruit au président des commissions que les amendements apportés soient soumis dans un délai d'une semaine au ministère de la Justice, dont la direction des droits de l'homme et de la coopération internationale va effectuer les réajustements dans la mesure du possible. Le gouvernement ne s'immisce pas dans la vie des organisations syndicales et continuera cependant à jouer son rôle de régulateur pour préserver la paix sociale. La mise au point est du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Owona a reçu hier une délégation d'organisations syndicales des transports routiers. Souvenez-vous, un conflit divise depuis quelque temps le bureau de gestion du fret terrestre le bureau de gestion du fret terrestre à l'organisation des transporteurs terrestres du Cameroun. Joséphine Priso de CRTV Centre. C'est à un échange sans détour que l'on a assisté entre les responsables de la plateforme des transporteurs routiers terrestres et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pendant près de 2 heures, des éclairages ont été apportés par les deux parties suite au mémorandum déposé au ministère du Travail par la fraction Ibrahima Yaya de l'OTTC, l'organisation des transporteurs terrestres du Cameroun. Pour le président de la plateforme, les organisations syndicales des transports terrestres optent désormais que pour la voie du dialogue. J'ai rassemblé tous mes camarades des autres syndicats autour d'une plateforme pour que souvent, quand nous avons nos revendications, que ça ne va pas en désordre. Séance tenante, les membres de cette plateforme, présidents des différents syndicats des transports terrestres, ont été présentés au ministre du Travail. Grégoire Owona, qui, en prenant la parole, a indiqué qu'il va veiller au strict respect de la réglementation en vigueur. Il a demandé aux uns et aux autres de recadrer les choses, car rien ne se fait dans le désordre. Face à la violence des mots d'une lettre à lui adressée par l'OTTC, élu pour la circonstance, le ministre du Travail s'est voulu rassurant. L'on a besoin des syndicats responsables. Il a instruit le président de l'autre façon, de l'OTTC présent, de lui présenter un président reconnu de ce syndicat, ceci dans un délai d'1 mois. Des bonus pour les meilleurs cacaoculteurs des régions du centre et du sud-ouest. Le geste est de l'Agro-Producing Management Service, une ONG qui vient encourager les planteurs à développer une agriculture durable. Richard Talatedem, CRTV Sud-Ouest. Des planteurs qui cueillent les fruits de leur assiduité et de leur labeur dans le cacao, ils ont le sourire large grâce à MS, Agro-Producing Management Services, qui remet des bonus avec l'aide de son partenaire Thio Broman, basé aux Pays-Bas. Dans le sud-ouest, c'est lui qui a reçu le gros lot ici à Kombone, près de Kumba. Plus de 3 500 000 francs CFA pour avoir suivi tout le processus dans la production d'un cacao de qualité et des certificats en su. Autre lieu, même ambiance de joie, au Bala dans la région du centre. Ici, c'est cette dame qui a le prix de la meilleure productrice de cacao. Madame Abel et Françoise a cravaché dans sa cacaoyère et ça paye aujourd'hui. Plus de 854 000 francs CFA avec un certificat de reconnaissance. Comme j'ai reçu, j'encourage ceux qui me suivent aussi de suivre le même rythme. Le secret, c'est le traitement, le suivi. L'AMS, par ses gestes, veut encourager et motiver les planteurs à produire plus, à améliorer leurs conditions sociales et à développer une agriculture durable. Le bonus n'est pas là comme le but de notre projet certification, mais c'est seulement un instrument qu'on utilise pour arriver à notre but. Et aujourd'hui, on est en train d'applaudir à eux parce qu'ils ont mis le temps et fait tous en collaboration avec AMS pour amener le résultat qui est bien apprécié en Europe et au Cameroun. Pour la saison cacaoyère 2016-2017, l'AMS a certifié 1000 planteurs dans le sud-ouest et quelques 5000 autres dans la région du centre. Mais à la vérité, c'est un travail commencé depuis 4 ans pour le bien-être des planteurs et la qualité du cacao. Les planteurs sont donc passés à la caisse et l'Agro-Producing Management Services les encourage à aller de l'avant
pour des lendemains qui chantent plus. Cette année, on a certifié plus de 6 000 planteurs qui ont fait environ 12 000 et plus de tonnage certifiés. Et la campagne prochaine, on compte de faire avec 8 000 planteurs pour arriver à un objectif de presque 15 000 tonnes. L'on peut donc se dire que si l'on savait que la richesse était le cacao, on l'aurait planté à l'infini. Mais ce n'est pas tard. Grâce à AMS, le planteur est formé sur la certification, c'est-à-dire sur comment produire le cacao de bonne qualité. Et le jour des récompenses, tout le monde, il est heureux. La période-ci, on souffre trop. C'est une fierté pour nous. Mes enfants à la maison, à partir de demain même, ils vont vivre. Et c'est grâce aux actions de Agro Producing Management Services à des planteurs déterminés à faire toujours plus. Les amis du Cameroun continuent de réagir à l'occasion de la fête nationale célébrée le 20 mai dernier. Cette fois-ci, c'est le président des États-Unis qui a adressé une lettre de félicitations au chef de l'État Paul Biya et au peuple camerounais tout entier. Donald Trump souhaite voir se consolider des relations anciennes et fructueuses entre Yaoundé et Washington. À l'étranger, cette nouvelle, l'hôtel Casino de Manille, la capitale des Philippines, vient d'être victime d'une attaque terroriste. Une grande confusion règne encore, mais selon les premières informations, une fusillade aurait fait plusieurs blessés et l'attaque aurait déjà été revendiquée par le groupe État islamique. En France, l'affaire Richard Ferrand prend une tournure judiciaire. Le parquet de la ville de Brest a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire sur le passé du ministre de la Cohésion des Territoires. Il est soupçonné d'avoir fait profiter à sa femme d'un marché immobilier en 2011, alors qu'il était directeur général des mutuelles de Bretagne. Au Niger, au moins 44 migrants sont morts de soif dans le désert, parmi eux des enfants. Ils tentaient de se rendre en Libye en traversant le Sahara. Et puis en Côte d'Ivoire, le gouvernement et les rebelles démobilisés ont trouvé un accord. Les clauses de cet accord n'ont pas été dévoilées, mais les responsables des deux camps se disent satisfaits des conclusions de la négociation. Suivons cette mouture de l'étranger avec Alain-Patrick Fouda. En Côte d'Ivoire, fin de la protestation des rebelles démobilisés, un terrain d'entente a été trouvé entre ces derniers et le gouvernement ivoirien. Les démobilisés ne percevront pas les primes revendiquées, mais devront se contenter de promesses gouvernementales, des promesses dont aucune des deux parties n'a souhaité révéler le contenu. Pour rappel, les démobilisés sont d'anciens rebelles qui n'ont pas été intégrés dans l'armée, contrairement aux soldats mutinés en janvier et mai à Bouaké et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Nouveau drame de l'immigration dans le désert du Niger. Au moins 44 migrants, parmi lesquels des bébés, ont été retrouvés morts dans la région d'Agadez, dans le nord du pays. Ils tentaient de se rendre en Libye voisine, puis probablement en Europe. Selon une source sécuritaire, ces candidats à l'exil sont morts de soif, leur véhicule étant tombé en panne. Direction la France, où les taux se resserrent sur Richard Ferrand. Le procureur de Brest a décidé de l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les activités passées du ministre de la Cohésion des Territoires. Une décision motivée par de nouvelles révélations du canard enchaîné, des révélations susceptibles de mettre en cause ce ministre, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Les investigations porteront notamment sur une opération immobilière conclue en 2011, à l'époque où il était directeur général des mutuelles de Bretagne. Une annonce qui embarrasse le gouvernement d'Édouard Philippe, le jour même de la présentation de la loi sur la moralisation de la vie politique par le ministre de la Justice, François Bayrou. En sport, le championnat d'Afrique de karaté s'ouvre solennellement demain à Yaoundé. À quelques heures du début des combats, plus de 20 pays sont déjà présents au Cameroun, mais en attendant la montée des karatékas sur les tatamis, le comité d'organisation a soumis les officiels des différentes délégations à un examen d'arbitrage et de coaching. Objectif, mettre tous les acteurs au même niveau d'information sur les règlements de la compétition. Le reportage de Joseph Guetamandeng. À quelques heures du début des combats de karaté, le temps des retrouvailles est à peine consommé dans les couloirs du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ces arbitres doivent d'abord se recycler et se faire retenir après un test d'évaluation. Le même exercice est imposé aux entraîneurs de toutes les délégations. Vous ne pouvez pas coacher une équipe alors que vous ne connaissez pas le règlement. Donc on est en train de tout aplanir.
aussi bien les coachs maintenant que les arbitres, tous doivent connaître le règlement. Ils doivent être au même niveau d'information. 5 catégories juniors et 5 enseignants dames et messieurs sont enregistrés dans ce championnat d'Afrique de karaté. Les meilleurs aspirent à d'autres échéances. C'est à partir de maintenant, de ce championnat, qu'on commence à collecter les points pour se qualifier au prochain JO de Tokyo. Et le Cameroun, c'est le premier pays qui a organisé ça. Tout est fin prêt pour que les combats démarrent ce vendredi. Nous avons fait une réunion avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et évidemment, il fallait qu'on ait la légitimité de cette compétition. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que les moyens sont mis à notre disposition. Nous pouvons travailler sérieusement. Nous avons reçu du bureau de l'Union des fédérations africaines de karaté, conduit par son président Mesbaï Mohamed Tara, et les autres membres, Béchi, Solman Gueye et Okombi. Les commissions, n'est-ce pas, d'organisation sont là. Les arbitres sont entrés en stage. Donc je pense que la compétition, n'est-ce pas, est entrée dans le plein. Sur les tatamis, il faudra réussir les katas et le comité pour devenir comme ces champions d'Afrique tenant du titre. Les compétitions s'achèvent le 4 juin. Le 20h30 s'achève, déjà 2 jours de recherche et toujours rien, aucune nouvelle de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia, est toujours porté disparu. Nous avons vu dans ce journal le désarroi de ses fidèles du diocèse de Bafia et l'appel à la prière de l'archevêque de Yaoundé et puis l'université de Douala qui a inauguré aujourd'hui son nouveau campus de Logbossou et ses 2 facultés, la faculté de génie industriel et la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques. Et puis les amoureux du karaté pourront se régaler dès demain. Yaoundé accueille le championnat d'Afrique de karaté et puis nous venons de l'apprendre à l'étranger. Les États-Unis se retirent des accords de Paris. Donald Trump, le président, estime que cet accord est désavantageux pour son pays. C'est une information que vous suivrez bien sûr dans plus de détails au cours du journal de minuit, la prochaine édition d'information sur la CRTV Télé. Merci de votre fidélité au 20h30. Bonsoir. Pas travailler dans son bureau même, il travaillait dans son appartement privé. Des signes de fatigue dominent son mardi, consacré pourtant au projet de construction de la clôture du diocèse et aux achats de médicaments pour œuvres caritatives. Il m'a demandé pourquoi les travaux de la clôture tardaient et je lui ai expliqué. À mi-journée, je suis remonté parce qu'il avait besoin du numéro de téléphone de notre gestionnaire de compte, la SGC. Pour qu'il enregistre ce numéro, il a fallu une vingtaine de minutes. J'ai pensé qu'il était malade. Bon, lui m'a dit que c'est pas la maladie, que c'est beaucoup plus psychologique. Je suis sorti vers 17h et je lui ai dit au revoir. Chacun de ses collaborateurs ici s'est fait l'écho des réseaux sociaux qui évoquent des lettres de soupir que Monseigneur aurait adressées à l'Annonciature avant sa disparition. Le démenti est formel. Non. Ce sont des lettres de remerciement. Hypothèse virée donc. Mais celle qui persiste est celle de la fatigue qu'il a gagnée jusqu'à 23 heures où il quitte l'évêché après avoir demandé au vigile de lui ouvrir le portail pour une destination inconnue. Inconnue jusqu'ici où chaque silence vaut 1000 mots de stupeur. Et on n'a pas fini de croiser les doigts. L'espoir est dans la croix. L'Église catholique qui est au Cameroun scrute le ciel avec les yeux de la foi. Elle invoque l'éclairage divin pour sortir de l'obscurité dans laquelle l'a plongé la disparition de Monseigneur Bala. L'archevêque métropolitain de Yaoundé invite les chrétiens et les hommes de foi à intensifier la prière. Monseigneur Jean Barga espère que les recherches engagées par le gouvernement soient fructueuses. Il veut croire que Monseigneur Bala est vivant. Notre reporter Pierre Binin Barga l'a rencontré aujourd'hui. Nous sommes à la résidence de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Le journal de 12 heures de la CRTV est diffusé. Tout le travail élaboré par les pirogues traditionnels, les sapeurs-pompiers, la marine nationale reste juste là infructueux. Pour l'instant, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala n'est pas retrouvé. Nos esprits sont pleins de questions. Je dois vous dire sincèrement que jusqu'à présent,
nous n'avons pas de réponse ni d'informations fiables à donner à propos de cette disparition qui se... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV, les titres du journal. Deuxième jour de recherche autour du fleuve Sanaga. Toujours aucune nouvelle de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'évêque de Bafia, porté disparu depuis hier, laisse son diocèse dans le désarroi. Premier pas vers un saut qualitatif pour l'Université de Douala. L'institution a inauguré aujourd'hui son nouveau campus de Lok-Bessou dédié au génie industriel et à la médecine. Derniers échauffements avant le kick-off du championnat d'Afrique de karaté. Des karatékas de plus de 20 pays descendent sur les tatamis dès demain à Yaoundé. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Une nouvelle journée de recherche infructueuse sous les eaux de la Sanaga. Aucune trace du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'évêque qui a disparu hier reste introuvable. Une lapidaire trouvée dans sa voiture garée sur le pont des Bebda est la seule piste pour l'instant. Elle indique que le prélat serait dans le fleuve. Depuis le lever du jour, la Marine nationale, les sapeurs-pompiers et les autorités municipales des Bebda ont déployé des équipes de plongeurs en vain. Faisons le point de cette journée de recherche avec notre envoyé spécial, Séverin Alégambélé. L'unité de la compagnie des palmeurs de combat de la Marine nationale s'est associée ce jeudi aux sapeurs-pompiers pour conduire la recherche du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sous les eaux du fleuve Sanaga. Nous avons essayé de ratisser l'âge en faisant des rails de part et d'autre du fleuve pour être sûr que l'espace que nous avons délimité a été couvert. Le fond il est très caillouteux, il y a beaucoup de cailloux au fond de l'eau et il n'y a vraiment pas de visible. Au vol d'oiseau nous avons fait déjà à peu près 5 à 6 km. Au terme d'une deuxième plongée dans les eaux noires et profondes de la Sanaga, l'armée et ses partenaires dans l'opération de la recherche se sont résolus à satisfaire la curiosité de toutes les personnes, parents, amis, fidèles, membres du clergé, mobilisés sous le pont, dans l'espoir nourri de voir remonter en surface le corps de l'évêque. À ce sujet, un point de presse a été organisé au poste de commandement pour faire le point des recherches de la journée et dissiper en même temps. Prolonge déjà jusqu'à cette heure où je vous parle. Quand le repère bouge, les fidèles sont sans repère. Une parole de l'Église pour guérir les âmes. L'heure est à l'épreuve spirituelle et quand il y a épreuve, il faut montrer plus de foi et de confiance en Dieu. L'Église attend. Où est Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? On attend, les fidèles attendent. On est perdu. L'État doit tout faire quelque chose. Les autorités ont pris tout de suite, non seulement l'affaire en main, mais ont aussi saisi avec une conscience aiguë la gravité de ce qui est en train de se vivre. Et nous voulons vraiment les remercier pour cette mobilisation exemplaire. L'Église garde un état d'esprit empreint de foi, voit dans quelles conditions de foi vivrait l'évêque de Bafia s'il serait vivant. En ce moment, s'il est de ce monde encore, où qu'il soit, il est dans l'intériorité, dans le calme profond. Pour le moment, l'heure est à la prière, le chapelet. On vient de clôturer le mois marial. Toutes les intentions tournent autour de la découverte de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et demain, ce sera le jour 3 après la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La CRTV vous apportera la bonne information. L'Afrique centrale en mode alerte. La sous-région passe en revue son dispositif sécuritaire et les menaces communes. Le comité consultatif permanent des Nations Unies en charge des questions de sécurité tient sa 44e session depuis ce matin à Yaoundé. Les ministres de 11 États membres doivent élaborer des armes structurelles pour enrayer les dangers qui pourraient hypothéquer la stabilité et le développement des pays. Compte rendu, Rodrigue Bertrand, Tueno.
Les ministres des 11 États membres du Comité consultatif permanent des Nations Unies, chargés des questions de sécurité en Afrique centrale, ont trouvé sur leur table un état des lieux prospectif de la situation sécuritaire et géopolitique de la région, dressé par les experts. Il n'est pas reluisant. Il s'illustre ces défis par le trafic des armes légères, comme il a été dit, des armes de petit calibre dont la circulation dans notre sous-région demeure une préoccupation majeure. Pourtant, les malentendus. Nous sommes là pour faire le travail que nous devons faire. Et le travail est en cours et M. l'évêque n'est pas encore sorti de l'eau s'il est dans cette eau. À défaut, il y a la gendarmerie et la police ici présente qui sont là pour pouvoir mener des enquêtes et explorer d'autres avenues de recherche au cas où il n'est pas dans cette eau. En raison des pluies abondantes, de la quantité d'eau importante sur le lit du fleuve, le travail de fouille est assez délicat puisqu'il s'agit non pas d'un cas de sauvetage, mais plutôt de la recherche d'une personne disparue. L'émotion n'a pas baissé à Bafia, le diocèse est encore dans la sidération. La communauté chrétienne ne comprend pas ce qui a pu arriver à son berger. Dans le doute et l'incompréhension, la prière est le seul recours. Priez pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, propulsé au cœur de cette étrange affaire. Priez pour que leur évêque soit retrouvé sain et sauf et que toute la lumière soit faite sur les événements de ces derniers 48 heures. Reportage à Bafia, François Bakary, CRTV Centre. Nous avons perdu un confrère de mort subite. Un soir, il s'est couché et puis le matin, nous l'avons découvert mort. Et Monseigneur portait tout cela, le diocèse avec. Le 10 mai dernier, c'est le recteur du petit séminaire de Bafia qui commence. L'abbé Armel Collins Njama a été retrouvé mort dans sa chambre sur son lit. Voici que l'évêque de Bafia disparaît aussi dans des circonstances troubles. On est là comme ça, dépassé. Nous ne savons même pas si réellement le corps de Monseigneur est dans le fleuve ou si c'est un enlèvement ou si c'est quoi. C'est Dieu seul qui pouvait parler pour nous dire ce qui se passe. À la paroisse cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, en ce jour d'adoration, le silence et la méditation dominent depuis les premières heures de la journée. Vraiment, je suis personnellement décontenancé par cette nouvelle parce que par rapport à beaucoup de chantiers qui étaient entrepris par Monseigneur dans l'intérêt des laïcs dans notre diocèse, et vraiment au moment où nous nous trouvons là maintenant, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. C'est vrai que ça tourmente dans nos têtes. On se demande comment la voiture se retrouve au-dessus du pont, selon ce qu'on m'a dit. J'ai vu les photos. C'est difficile. Toute la grande famille chrétienne de Bafia est dans l'émoi et la consternation. La préoccupation est déposée sur les pieds du Seigneur qui répond toujours à tous ceux qui en appellent à son aide. Nous sommes préoccupés, profondément préoccupés par cette situation. C'est une situation assez difficile, surtout en raison de l'incertitude qui plane. Mais en même temps, nous nous débrouillons, nous nous battons comme nous pouvons pour rester sereins, confiants, que les moments que nous traversons sont propices dans la gestion des situations difficiles de la vie. Retrouver l'évêque dans l'hypothèse d'un enlèvement, c'est le souhait de tous. Nous avons tenté de reconstituer la dernière journée de Monseigneur Bala avant sa disparition. Ce mardi 30 mai 2017 avait été fort chargé pour l'évêque de Bafia. Le prélat suivait de près les travaux de construction de la clôture du centre pastoral du diocèse. Le pasteur s'est préoccupé également des pauvres avec la Caritas. Il finalisait le projet d'achat des médicaments pour les malades démunis de son diocèse. À l'évêché, on affirme que Monseigneur Bala avait été également attristé après
après la mort subite et les obsèques du recteur du petit séminaire de Bafia le week-end dernier. La dernière journée de Monseigneur Bala est retracée ici par Steve Thiega et Kem Mengue. Entre ciel, fleuve et terre, les traces de Monseigneur sont scrutées. Entre les silences d'une longue attente qui rend le poids des questions insoutenable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on donnerait une explication à ce qui se passe là? Nous sommes dépassés. Mardi, nous avons pris le dernier repas. Mardi, à 14h30, on s'est séparés. Mardi, son dernier jour de travail, ses collaborateurs le trouvent fatigué. Lui qui n'a pas encore fait le deuil du recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Njama, subitement décédé 2 semaines plus tôt. Non, il était fatigué. Il était fatigué depuis le deuil. Pour ceux qui étaient au deuil, ils ont constaté que c'est le vicaire général qui a fait la première messe. Il avait l'air bien fatigué. Il n'a